Bienvenue à tous dans notre série de webinaires sur la gestion de patrimoine. Le mois passé, pour ceux qui ont pu assister à la présentation, et vous allez avoir référence à notre site web, la présentation est enregistrée, on a eu l'opportunité d'avoir un notaire, maître Natacha Hébert, qui nous a parlé plus précisément du testament et des mandats d'inaptitude. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus pointu en parlant du rôle essentiel du liquidateur. Alors, comme à l'habitude, ce qu'on va vous demander, là, c'est tout simplement, on va essayer de vous partager le plus d'informations possible. On va vous demander soit d'écrire dans le chat les questions ou d'attendre à la fin tout simplement pour pouvoir poser vos questions. Alors, si on passe à la petite slide suivante, s'il vous plaît, faire un petit recul sur la gestion de patrimoine. Oh, je ne la vois pas changer. Est-ce que tu la vois? Non, encore un petit, toujours le rôle du liquidateur que je vois. Ah, non, ça a changé de slide. Ah, OK, on a un petit délai. La beauté de la technologie. Alors, normalement, ce que vous devriez voir, OK, il y a un petit délai. Là, vous voyez ce qu'est la gestion de patrimoine avec plusieurs volets. Spécifiquement, encore une fois, on va parler de la planification successorale et éventuellement de la philanthropie un petit peu plus tard. Dans la planification successorale, comme vous savez bien, c'est le transfert du patrimoine d'une génération à l'autre, d'où le départ du testament et du mandat, l'importance. Par contre, on a souvent des questions par rapport au liquidateur. Alors aujourd'hui, on va parler vraiment du rôle et des responsabilités. Parfait, merci Guy pour l'introduction. Donc, l'ordre du jour aujourd'hui, c'est ça, c'est d'introduire un petit peu, faire une mise en contexte. Ensuite, on va poursuivre avec les responsabilités du liquidateur. On continuera avec le rôle du conseiller certifié au liquidateur, donc en anglais CEA, Certified Executive Advisor, qui est en fait un titre que Guy et moi détenons là dans l'équipe et qui nous permet d'accompagner les liquidateurs testamentaires. Puis on finira par une petite conclusion avec un petit cadeau pour vous. Donc avant de parler des responsabilités, on trouvait important de mentionner les droits du liquidateur parce qu'il y en a, c'est pas juste des devoirs. Le premier droit du liquidateur, en fait, c'est de refuser tout simplement de liquider la succession. Donc, si on est capable de faire un inventaire des biens ou un bilan assez tôt dans le processus, puis qu'on se rend compte que c'est une succession qui sera déficitaire ou qui contient beaucoup de dettes, donc un petit peu plus de problèmes à régler, on a le droit de refuser tout simplement de liquider la succession. Ce qui pourrait passer à un autre niveau, donc souvent on nomme plusieurs liquidateurs, donc ça pourrait passer au deuxième, au troisième niveau, ou peut-être après au trust si vraiment personne n'accepte de relever le défi. Un autre droit des liquidateurs, c'est de choisir les experts qui vont accompagner. Donc ça, c'est vraiment pendant la résolution de la succession, il y a différents experts qui rentrent dans le processus en fonction des choses qui sont à faire. Puis le liquidateur a cette flexibilité de, oui, travailler avec les experts qui accompagnaient le défunt, mais aussi de s'entourer d'autres experts qui sont vraiment là, des experts qu'il peut choisir. Et un autre droit du liquidateur, c'est ce qu'on appelle la pleine administration. C'est un droit entre guillemets, c'est vraiment quelque chose qui est conféré au liquidateur à l'intérieur du testament, donc par le défunt. Puis quand on parle de pleine administration, ça veut dire que au niveau de la gestion, de la succession, au niveau de la gestion des fonds, il y a pleine administration. Donc, il y a vraiment le pouvoir de faire des mouvements d'argent, de faire des transactions à la discrétion du liquidateur. Et bien évidemment toujours au bénéfice des bénéficiaires, mais il y a une pleine administration, là, il y a la possibilité d'être flexible dans les mouvements. Les premières 24 heures après le décès du défunt. Donc souvent, on va penser tout de suite à vouloir faire plein de choses, mais la chose la plus importante, c'est de respecter son deuil, parce que souvent le liquidateur est quelqu'un qui est impliqué dans la vie du défunt ou qui peut être très proche. Donc, c'est de respecter le deuil, de respecter ses émotions, de se laisser le temps. Si pendant les premières 24 heures, on n'est pas capable de rien faire, ben on n'est pas capable de rien faire et puis c'est tout. Mais par la suite, les aspects importants à considérer, c'est bien évidemment le don d'organes, parce que ça, il y a quand même des délais à respecter si on veut que les organes soient dans un état qui soit assez acceptable là, pour qu'ils soient donnés. Il faut penser aux animaux de compagnie. On sait tous les dégâts qu'un chien peut faire quand il se retrouve seul là pendant trop longtemps dans une maison ou un appartement.
Et ce qui est important aussi, c'est de sécuriser la propriété. Parce que si le défunt n'a pas nécessairement fermé toutes les fenêtres ou certaines portes qui sont restées ouvertes, s'il est décédé à l'extérieur de sa propriété, il faut s'assurer que la propriété soit sécurisée, premièrement pour conserver son état, puis deuxièmement de faire attention aussi aux gens qui rentrent par effraction pour voler certaines affaires. Christelle, si tu me permets juste de renchérir à un moment donné, juste dans le pratico-pratique par rapport au don d'organes, c'est souvent, vous savez, le premier 24 heures, là, même les experts, les notaires et Natacha, Maître Eban nous le disent régulièrement, on n'est pas obligé de rien faire. Hein? Le deuil, c'est dur, c'est lourd. Alors, laissons tomber un petit peu la poussière. L'idée du don d'organes, c'est effectivement, là, dans le pratico-pratique, ce qui va arriver à un moment donné, que le liquidateur devrait voir le testament, mais c'est juste d'en discuter, d'être conscient qu'il y a un délai. Et parfois, même si le don d'organes, il est dans le testament, je vais parler d'une expérience très personnelle avec ma mère, en fonction, il y a des experts qui nous accompagnent, les docteurs sont présents et on peut leur poser la question. Et dans le cas, même si ma mère voulait donner ses dons d'organes, nous avons pris la décision avec le médecin de ne pas le faire parce que nous pensions que peut-être trop d'organes avaient été affectés. Alors, c'est toujours tragique, mais les premiers 24 heures, rien faire, des fois, c'est juste la bonne chose. Oui, merci Guy. Alors, je parlais d'un drame. Évidemment, c'est un moment tragique dans notre vie, les funérailles. Alors là, ils ne seront pas nécessairement tous dans le même ordre parce que je vais commencer souvent, on est dans les émotions. Donc, pour ceux qui nous connaissent bien et qui ont eu l'opportunité qu'on les accompagne au niveau de leur testament, on mentionne souvent les préarrangements funéraires. Pourquoi on fait ça? C'est parce que justement, on a fait les préarrangements dans un moment, et c'est ceux qui sont décédés, mais ont fait leur préarrangement dans des moments où il n'y avait aucune émotion. On sait que c'est le summum en termes d'émotion, un décès d'un membre d'une famille. Alors, en faisant les préarrangements, on a la tête lucide et on sait exactement ce qu'on veut. Je vais parler encore un peu d'expérience parce que ma mère, comme certains d'entre vous le connaissez, est décédée à l'automne dernier. Ils avaient fait leur préarrangement funéraire. C'était des gens très religieux. Alors, moi, je me serais attendu que tout serait fait à l'église. Ça n'a pas du tout été le cas. Ils avaient décidé autrement. Donc, on peut éliminer beaucoup les émotions en faisant les préarrangements funéraires. D'ailleurs, on y croit tellement que le mois prochain, nous avons des invités qui vont venir nous parler des préarrangements funéraires. Ceci dit, choisir le fournisseur des services funéraires, évidemment, ça va souvent être le rôle du liquidateur et à partir de là, juste faire attention à nos émotions et on pense souvent que nos parents ou la personne décédée voudrait faire telle chose. Essayez d'éliminer un petit peu les émotions parce que c'est pour ça qu'on parle de prix et d'options. Ça peut varier. Souvent, les gens nous disent que ça coûte très, très cher. Ce n'est pas le cas. Ça peut coûter très, très cher si on est beaucoup dans nos émotions parce qu'à ce moment-là, papa, maman méritaient le mieux. Alors, c'est une business. Il ne faut pas perdre de vue que c'est une business. Ceci dit, faites juste attention. Évidemment, les arrangements après le décès, vous allez être accompagné. Souvent, comme je disais, dès que le décès arrive, les gens, tels qu'ils soient à l'hôpital, les experts sont là pour nous guider. Alors, ne pensez pas qu'on est seul dans tout ce processus-là. C'est un rôle important, on va en parler, mais vous n'êtes pas seul. Donc là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet des responsabilités. Puis là, quand on parle de responsabilité, c'est une fois qu'on a accepté donc d'être liquidateur, de liquider la succession, ces aspects-là qui vont suivre, c'est des choses qu'on ne va pas nécessairement réussir à éviter. Donc, chaque aspect va être important à considérer là en tant que liquidateur testamentaire. Donc, la première chose, c'est de localiser le testament. Donc, vous savez qu'il y a plusieurs types de testaments au Québec. C'est relativement facile quand les testaments sont notariés. On sait qu'on peut frapper à la porte du notaire. Donc, ça simplifie un petit peu la tâche. Quand on parle des autres testaments devant témoin ou holographe, là encore, ça se peut que le testament soit répertorié chez un notaire, mais le testament peut avoir aussi été conservé au domicile. Donc, c'est important peut-être de communiquer avec les autres membres de la famille pour savoir si jamais le testament n'est pas chez le notaire, où est-ce qu'on peut le localiser. Une chose aussi importante à savoir, c'est que une fois qu'on a localisé le testament, c'est important d'en faire des copies. Et
c'est important d'obtenir la preuve de décès parce que ce sont les 2 premiers documents que chaque institution ou chaque entreprise va demander donc pour pouvoir certifier, que le décès qu'on parle bien du décès de telle ou telle personne. Puis ensuite au niveau du testament pour pouvoir, gérer au niveau de la distribution, la liquidation des fonds. Donc localiser le testament, obtenir la preuve de décès et en faire plusieurs copies certifiées conformes. Dans ces processus-là, là, avec la COVID, on a eu beaucoup de flexibilité, on a pu faire les choses de façon un petit peu plus électronique, mais en temps normal, c'est vraiment des copies certifiées conformes que ça prend, ou d'avoir des commissaires à l'assermentation, devant lesquels les copies sont signées. Donc, c'est un processus qui requiert quand même là d'avoir des documents, officiels. Une fois qu'on a localisé le testament, ce qui va être important, ça va être d'informer tous les bénéficiaires du testament. Donc, les informer des legs ou des héritages. C'est quelque chose qui peut se faire, en personne ou par téléphone et je vais laisser Guy poursuivre là-dessus. C'est correct, Christelle. Effectivement, l'idée derrière ça, c'est d'informer les bénéficiaires. Est-ce que c'est devant notaire ou non? Il y a plusieurs personnes qui sont inconfortables de présenter les faits aux bénéficiaires. Est-ce qu'on doit montrer ou non le testament? On a eu quelques cas où si c'est spécifiquement mentionné de ne pas montrer le testament, à ce moment-là, demandons toujours l'avis de l'expert parce qu'en principe, les bénéficiaires ont le droit à l'accès au testament. Alors, à ce moment-là, c'est toujours l'idée derrière ça d'informer le monde. C'est tout simplement, vous allez nous entendre parler régulièrement de la transparence. Il faut être très transparent. Ce sont les derniers souhaits. Ils sont bénéficiaires. Alors, c'est tout simplement le liquidateur qui va présenter les faits ou, si la personne est trop inconfortable, d'utiliser le notaire et d'en faire une lecture devant notaire. À ce moment-là, ça peut éliminer beaucoup d'émotions au niveau des familles. Parfait, merci. Au niveau des documents financiers, donc on parle de succession, on parle de distribuer en fait les biens du défunt. Donc, c'est important d'avoir la liste de tous les actifs et bien sûr de toutes les dettes aussi. Donc, quand on parle de documents financiers, ça va être important d'avoir les relevés des régimes de pension pour savoir de quel montant on parle, les contrats d'assurance qui soient du côté personnel ou du côté corporatif, c'est important de penser aux deux. Tout ce qui est actifs enregistrés, donc les REER, les CELI, les CRI, et puis après les actifs non enregistrés et les rentes. Donc, c'est important d'avoir le dernier, on va dire, le dernier relevé pour avoir une bonne idée des montants qui accompagnent chacun de ces instruments financiers-là. Et puis, c'est ce qui va nous permettre par la suite de remplir là, les différentes colonnes au niveau du bilan financier. Oui, on va parler aussi des biens physiques et vous allez voir après ce que Christelle vient de mentionner, bilan et autres biens physiques. Évidemment, un des gros actifs de tous, c'est la maison. Alors souvent, ce qu'on suggère, c'est quand même une responsabilité devant la maison. Alors, on suggère fortement d'avoir un évaluateur indépendant, un évaluateur agréé qui va tout simplement nous dire combien vaut la maison. Hein, ça, c'est un des débats. Encore une fois, je vais vous parler de mon expérience personnelle parce qu'on en a vécu pas mal où on devient tous des experts quand c'est le temps de dire le prix de la maison. Hein, on est bénéficiaire, on veut avoir le prix le plus élevé. Il faut juste faire attention. Je pense qu'en travaillant avec un expert, on sait c'est quoi la juste valeur marchande au moment qu'on fait l'évaluation. Je comprends que beaucoup d'émotions, on a beaucoup de souvenirs dans la maison et on voudrait avoir le prix le maximum. Puis là, dans le cas de l'immobilier aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu plus l'euphorie. Ceci dit, ça nous donne les faits. Et pour le liquidateur, ce qui est le fun, c'est que vous êtes toujours un petit peu backé, excusez-moi l'anglicisme, mais un peu protégé en termes de, bon, on a fait faire l'évaluation, on sait que ça vaut tant la maison. Par la suite, bon, pour les autres biens, ils peuvent avoir des cas spécifiques. Là, je vais sortir certains exemples là, qui peuvent paraître un peu étranges, mais des fois, il peut y avoir des collections assez importantes. Entre autres, un de nos clients avait une collection de skidoo. Juste pour vous donner une idée, les skidoo étaient vraiment utilisés souvent dans le volet de marketing, dans les volets d'advertisement. Et il faisait un revenu. Alors, il y avait vraiment une collection.
Autre cas, il y avait une autre client avait une collection de comics. Alors, des fois, on peut prendre pour acquis que pour nous, ça n'a pas de la valeur, mais ça peut avoir de la valeur. Alors, d'utiliser des évaluateurs spécifiques, c'est quand même important. Évidemment, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a beaucoup de mots de passe un peu tout partout. Peut-être je vais laisser la parole à Christelle parce que juste à cause de son âge, elle est un petit peu plus familière avec tous les réseaux sociaux. Par contre, les mots de passe, ça va au-delà. C'est important, à un moment donné, d'avoir les accès à ces mots de passe-là. Christelle? Oui, absolument, Guy, tu as raison. Les mots de passe, c'est très important. Puis en plus des mots de passe, ce qui est important, c'est d'avoir les adresses email. Parce que je ne sais pas pour vous, mais la plupart des gens vont avoir différentes adresses email qu'ils vont utiliser pour différents réseaux sociaux. Puis une plateforme de réseau social, pour fermer un compte, souvent, il va falloir avoir cette adresse email avec laquelle le compte a été créé, qui n'est pas nécessairement l'adresse email principale du défunt. Donc, il faut retrouver l'adresse email. Et puis, ça va être important aussi donc de fournir des certificats de décès aux différents fournisseurs de plateformes de réseaux sociaux pour que les comptes soient fermés. Il y en a qui sont beaucoup plus opérationnels que d'autres. Il y a certaines fournisseurs, notamment Facebook, c'est un petit peu plus difficile pour fermer un compte, mais encore là, avec un petit peu de persévérance, c'est possible. Puis, le dernier aspect que je voudrais mentionner, parce que c'est dans l'air du temps, puis on le voit de plus en plus, c'est tout ce qui est site de rencontres. C'est ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne pense pas nécessairement à aller fermer, mais c'est important de le faire là aussi et de penser à ça, de l'avoir dans la liste. Oui, c'est toujours une question de sécurité quelque part. Alors, ce qui est important, puis quand on dit à faire le plutôt au niveau du bilan et des inventaires des biens, souvent avec nos clients, voilà, on veut faire l'inventaire des biens, on leur demande de faire l'inventaire des biens et quelque part de faire leur bilan. C'est juste une bonne pratique au 31 décembre de faire tout simplement un bilan, c'est nos actifs et nos passifs. Et c'est important que ce soit fait et des fois de le demander, simplement parce qu'il y a une responsabilité, comme on parlait. Alors, Christelle, au tout début, nous a mentionné, est-ce qu'on veut se ramasser liquidateur? Parce qu'une fois qu'on a accepté la liquidation, on peut toujours s'en sortir, mais il y a une responsabilité qui est importante. Si la succession est déficitaire en termes de dette, à ce moment-là, ça peut devenir un peu stressant et surtout très compliqué pour le liquidateur. Alors, c'est pour ça qu'on veut avoir un bilan sain et quand on voit que l'actif dépasse fortement le passif, à ce moment-là, on peut avoir la tête tranquille et de faire l'inventaire des biens. Parce que l'inventaire des biens, on tient à le faire, puis là, on a donné un petit exemple, l'inventaire vraiment à l'intérieur de la maison. On parlait de la maison un peu plus tôt, qui est le gros bien, mais à l'intérieur, il y a des autos, il y a autre chose, mais il y a des fois, et c'est là que, quand on a discuté avec beaucoup de nos experts notaires, des fois, c'est là qu'il y a des petites chicanes où on ne pense pas que c'est d'une grande plus-value d'avoir le vase de grand-maman. Sauf que ce n'est pas nécessairement une valeur monétaire, mais c'est plus une valeur sentimentale. Alors, d'où l'importance de faire les biens, d'où de discuter si il y a lieu, est-ce que c'est quelqu'un aimerait recevoir ça. Pas de présumer que quelqu'un n'est pas intéressé parce que c'est souvent les valeurs plus sentimentales que monétaires qui sont en jeu. L'argent est en jeu, mais les valeurs sentimentales de certains objets sont importantes. D'où l'importance de faire l'inventaire des biens le plus rapidement possible parce qu'on ne veut pas se faire accuser que certains biens ne sont plus là quand on n'est pas au courant que ça faisait longtemps que ce bien-là faisait plus partie de la demeure. Alors, à faire le plus tôt possible. Parfait. Donc, on continue avec informer donc les différents acteurs qui sont concernés là dans la résolution de la succession, tout simplement parce que il y a des questions monétaires ou des questions pratiques. Donc, l'employeur, bien évidemment, ça va être important de le notifier du décès de la personne. Tout ce qui est fournisseur, donc au niveau de l'électricité, du gaz, chauffage, téléphone, les hypothèques, donc les prêts, les cartes de crédit, tout ce qui est dette aussi, ça va être très important de le faire assez tôt. La maison funéraire, bien évidemment, ça c'est quelque chose qu'on aura fait sûrement dès le début.
Au niveau du gouvernement, important de prévenir le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, les compagnies d'assurance, bien évidemment, et les banques et institutions financières. Puis du côté des banques, quelque chose qui est important à savoir, c'est que pour les comptes conjoints, donc les comptes bancaires conjoints, une fois qu'on notifie la banque du décès d'un des deux propriétaires du compte, c'est bon de savoir que le compte va être gelé. Donc, si c'est vraiment le seul compte courant du couple, si c'est monsieur qui est décédé, madame n'y aura plus vraiment accès. Donc, peut-être le prévoir à l'avance et avoir un autre compte chèque qui a été prévu à l'avance à cet effet-là, ou bien peut-être s'assurer d'avoir les liquidités nécessaires avant de notifier la banque et qu'ils mettent le gel sur le compte. Je vais peut-être juste renchérir par rapport à ce que Christelle mentionnait. À un moment donné, si les deux décèdent en même temps et que les comptes sont gelés, là, il se peut que le liquidateur doive avancer les fonds. Par contre, n'ayez crainte, la succession va rembourser les frais au liquidateur s'il y a quoi que ce soit. Donc, en termes d'homologation, on sait que si le testament, il est notarié, et encore une fois, si quelqu'un nous posait la question, est-ce qu'on privilégie un testament notarié ou pas, souvent, la réponse est oui, c'est simple, parce qu'on n'a pas besoin d'homologation. L'homologation est applicable seulement pour les testaments holographes et devant témoin. Là, rapidement, pour faire un survol, ce que Maître Hébert a mentionné la dernière fois, holographe, c'est hyper important que le testament soit écrit à la main, seul et point, avec une date. Il n'y a pas de personne d'autre, il n'y a pas de témoin à signature. Et devant témoin, bien, ça prend 2 témoins à ce moment-là. Pourquoi on parlait d'au Québec puis au Canada? C'est parce que à travers tout, on n'a pas de frais d'homologation au Québec. Par contre, ceux qui ne sont pas notariés, il peut avoir des frais à ce moment-là parce qu'on ne trouve pas, il y a des recherches à faire et c'est là que souvent, ça devient un petit peu plus compliqué quand le testament n'est pas notarié. Donc, les gens vont aller voir un notaire et là, pour faire cette recherche-là, pour la validation, il va y avoir des frais que le notaire va charger pour faire cette recherche-là. Au Canada, c'est un petit peu différent. Et là, c'est juste l'idée parce qu'on a parfois certains clients qui sont à l'extérieur du Québec. Il faut vraiment regarder par rapport à chacune des provinces. En général, c'est la même chose. Par contre, pour une succession, il y a vraiment des frais d'homologation. C'est seulement qu'au Québec, de mémoire, qu'il n'y en a pas. Alors, sinon, il y a des coûts. C'est un pourcentage associé à l'actif que nous avons dans la succession. Alors, on voulait tout simplement vous faire part de l'homologation dans les testaments. Parfait. Ensuite, au niveau de l'administration et la comptabilité, parce qu'une succession, c'est beaucoup de mouvements d'argent, beaucoup de transactions, beaucoup d'allers-retours entre les différentes institutions, la banque, le gouvernement, les placements, etc. Donc, une des choses importantes à faire pour le liquidateur, c'est de conserver des registres de toutes les transactions qui sont faites et qui sont en relation à la liquidation de la succession. Donc, vraiment de garder le maximum de preuves, le maximum de reçus. Puis, c'est même des fois intéressant, pertinent de même garder les dates auxquelles certains transferts ont été faits ou certains montants ont été émis. Puis, au niveau des successions prolongées, puis des fiducies, là, c'est encore une plus grosse administration, puis il y a la comptabilité qui rentre en jeu. Les fiducies, bien sûr, donc, vont venir avec les déclarations d'impôts. Donc, c'est en fait, une fois que la succession est réglée, si on a des bénéficiaires qui sont mineurs, si on a des bénéficiaires qui ne sont pas aptes à recevoir des sommes d'argent tout de suite, il peut y avoir des successions qu'on appelle prolongées. Donc, d'un point de vue légal, c'est des structures qui sont un petit peu plus flexibles que des fiducies, mais dans les deux cas, c'est de l'argent qui va être administré sur plusieurs années, donc ça va être important de s'entourer d'experts, de comptables, de fiscalistes et de notaires pour gérer le tout. Christelle, si je peux juste renseigner par rapport à la succession prolongée et la fiducie,
il nous a été apporté à notre attention tout dernièrement, en réalité, une conversation par rapport à dans un cas d'un enfant mineur, c'est une chose, mais dans un cas d'un enfant majeur, on entend souvent parler d'une succession prolongée. Donc, c'est-à-dire, on débourse à 25 ans, on débourse à 30 ans, on débourse à des âges une fois que les enfants sont majeurs. Au niveau légal, théorique, des successions prolongées, et là, partez pas en peur quand on dit ça, mais les successions prolongées au point de vue légal théorique, on ne devrait pas. En réalité, ce qui pourrait arriver, c'est que quelqu'un pourrait nous dire « Ah, j'ai 25 ans, j'ai le droit à cet argent-là. » Par contre, au niveau de l'intention du testament, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de successions prolongées, et on va en faire part par rapport aux fiducies, mais il y a beaucoup de successions prolongées qui arrivent à 30-35 ans, et c'est tout à fait correct. Les notaires nous ont tous confirmé que c'était correct. Par contre, il y en a qui sont un petit peu plus dans une boîte fermée et qui vont dire « ça ne se fait pas ». Alors, je l'aurais entendu de notre part, il faut juste valider. Par contre, les successions prolongées, ça se fait régulièrement. Et si l'intention était de, et c'est généralement l'intention de, alors il n'y a pas de problème parce qu'on ne veut pas nécessairement remettre 2 millions à quelqu'un de 21 ans ou à 18 ans. Alors, c'est pour ça que les successions prolongées sont faites. Et tout dépendant de la grosseur de succession, évidemment, la fiducie devient un outil important. Donc, on parle de fiducie testamentaire. Et oui, il y a un coût associé à ça, mais le coût initial est beaucoup mieux que du trouble plus tard. Alors, si jamais la succession prolongée vous fatigue, on va tout simplement à ce moment-là en fiducie. Par contre, la fiducie, il faut avoir un actif important. Puis important, là, j'ai généralement 500 000 et plus pour ouvrir une fiducie. Et il y a différents cas, des enfants handicapés ou pas. À ce moment-là, c'est plus avantageux d'aller avec une fiducie parce qu'on les protège encore mieux. Donc, longue histoire courte, succession prolongée, oui. Fiducie, oui. Succession prolongée, il y a juste certains bémols, c'est tout. Absolument. Merci, Guy. Au niveau de la communication, donc, ça fait partie des responsabilités du liquidateur, c'est de tenir informés les bénéficiaires. Donc, pas nécessairement de chaque chose qui est faite au niveau de la succession, mais des grandes décisions, des grands mouvements d'argent. Donc, maintenir le dialogue avec les bénéficiaires, puis surtout avec les experts qui accompagnent, parce qu'on peut continuer à avancer dans la résolution de la succession, puis pas maintenir un contact régulier avec le notaire ou le comptable, mais des fois, ça peut être important de le faire, tout simplement pour éviter là de faire des allers-retours. On a un exemple justement actuellement où c'est des fonds qui ont été sortis avant de régler certaines dettes. Donc là, maintenant, c'est un petit peu plus difficile pour retourner en arrière. Puis c'est même un dossier qu'il va falloir aller plaider devant la cour et le tribunal va devoir donner son accord pour qu'une vente soit faite pour rembourser les dettes qui auraient dû être, en tout cas. Donc, ça peut être compliqué. C'est important de maintenir le dialogue parce que les experts vont vous dire tout de suite, OK, non, faites cette chose-là avant d'en faire une autre. Et puis, d'un point de vue mot-tête, ça garantit d'en avoir un petit peu moins. Oui, puis encore une fois, on ne pourra pas jamais renchérir. L'idée, ici, c'est juste d'amener les drapeaux rouges, de vous faire penser, de vous accompagner. C'est ça qui est important. Alors, toujours voir les experts. Ce sont des experts pour des raisons. Alors, l'avis de succession pour la réclamation, tout simplement, c'est que ça revient toujours aux dettes dues aux créditeurs. Évidemment, il faut les payer. Hein? On va arriver à un moment donné à pouvoir régler la succession et qu'elle soit terminée. Il faut s'assurer. Alors, il y a des dettes dues aux créditeurs. L'ARC, qui est tout simplement l'Agence de Revenu Canada, c'est celui qui va se payer sûr, et de d'autres fournisseurs. Alors, soyez conscients, soyez transparents, clairons les dettes, assurons-nous que tout soit conforme, parce qu'on ne pourra pas fermer la succession si tel est le cas. Il y a des choses à respecter, d'autres détails à respecter, mais on ne rentrera pas dans les détails ici. Là, je pense que c'était pas le but de la présentation. Donc, par contre, là, j'ai parlé de l'ARC. L'ARC, l'Agence de Revenu Canada puis du Québec, c'est où on fait nos impôts. Quelque chose qu'on a trouvé très intéressant et qui vont être applicables dans à peu près quelques pourcentages au décès, et la date est très importante. Je vais juste m'attarder un petit peu sur les 2 premiers, mais nous pouvons faire jusqu'à 4 rapports d'impôts.
Et là, quand on part de 4 rapports d'impôt, il ne faut pas oublier que si on peut les mettre en place, et là, ça va prendre un expert qui est vraiment un fiscaliste, on a la déclaration finale, on a le rapport d'impôt standard. Je vais parler de 2 dates parce que nos impôts sont dus au 30 avril. Donc, si la personne est décédée, 6 mois. Donc, on recule avril, 4 mois, décembre, novembre, 2 mois. Si on est décédé dans ces 6 mois-là, on fait notre rapport d'impôt, on a une limite de 6 mois passés. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui décédera au mois de janvier n'a pas à faire son rapport d'impôt, a un rapport d'impôt à faire pour le 30 avril, mais va avoir un autre rapport d'impôt à faire passé le 30 avril. Et pourquoi c'est important? C'est parce que vous savez qu'on a des crédits d'impôt qui sont applicables. Donc, les premiers 12 000 on n'a pas d'impôt à payer. Donc, si on peut avoir une déduction de 12 000 sur un puis 12 000 sur l'autre, on vient de diminuer déjà notre impôt tout à fait légalement. Là, il y a une autre déclaration. Et si on est propriétaire d'entreprise, il y a un 4e rapport d'impôt. Alors, pourquoi je vous dis, on va plus s'attarder sur les 2 premiers? Parce que la date est importante. Et si on décède avant le mois de novembre, on va avoir 6 mois notre date à respecter. Donc, par défaut, on va n'avoir qu'un rapport d'impôt à faire. Alors, on voulait quand même le mentionner parce que chaque cas est unique, juste pour que vous sachiez que si on est propriétaire d'entreprise, si, le premier réflexe que vous devriez avoir avec votre comptable, c'est est-ce qu'on peut faire plus qu'un rapport d'impôt? Et si oui, on peut bénéficier et diminuer l'impôt, l'impact fiscal à la succession. Absolument. Donc, une fois, puis là, c'est vraiment le certificat de décharge, une fois que tout est complété, tout est beau, on devrait, et on va recevoir un certificat de décharge du gouvernement qui nous dit que maintenant, notre responsabilité du liquidateur est terminée. Par contre, dans la pratico-pratique, souvent, les gens disent « Ah, est-ce que je peux envoyer de l'argent aux bénéficiaires avant qu'on ait ce certificat de décharge-là? » Et là, c'est là qu'on a souvent, dans le pratico-pratique, des belles conversations. On peut. Par contre, s'il y a un impact et il y a de l'impôt dû et qu'il n'y a plus d'argent dans la succession parce qu'on l'a trop distribué d'avance, le liquidateur a la responsabilité. Donc, le premier réflexe, c'est après ma barre, pensez-y vraiment avant de distribuer de l'argent aux bénéficiaires. On aime nos enfants, on aime les petits-enfants, on aimerait tellement ça leur donner tout de suite parce qu'ils pourraient en bénéficier, parce qu'ils pourraient acheter une maison. Ce n'est pas un problème, mais en faisant ça, faites très attention, gardez-vous une grande marge de manœuvre, validez avec le notaire si elle vous recommanderait ou il vous recommanderait de faire ce mouvement-là. Mais il y a un peu de logique, mais c'est un risque. Et celui-là, on tient à mettre l'emphase dessus, il est important. Absolument. Alors, on va passer à la deuxième partie, la présentation, puis des choses qu'on voulait vous partager aujourd'hui. Donc, on a vraiment parlé des responsabilités du liquidateur. Puis là, on va regarder quel est notre rôle, à Guy, à moi, en tant que CIE. Donc, je vous ai mentionné plutôt les conseillers certifiés au liquidateur. C'est un titre professionnel. Donc, c'est un titre professionnel qu'on obtient donc en passant un examen. Qui est très populaire du côté du Canada anglais, un petit peu moins du côté du Canada français, tout simplement parce que la formation ne se tient qu'en anglais, donc ça fait beaucoup de sens. Donc, on n'a pas vraiment de chapitre encore qui a été fondé à Montréal, mais quand on regarde dans tout le reste du Canada, il y a des chapitres qui sont dans les plus grandes villes où plusieurs conseillers certifiés se réunissent afin de partager justement cette expertise-là. Donc, petite mention que ce n'est pas une certification qui confère le droit de déposer des actes légaux, mais vraiment le droit d'accompagner, de conseiller les liquidateurs conjointement avec le notaire, conjointement avec le comptable. Donc,
qu'est-ce qu'un conseiller ou liquidateur va faire en premier? Mais tout simplement, c'est être un point de soutien pour le liquidateur parce que c'est une tâche qui est difficile. Le liquidateur est souvent dans un deuil également. Donc, il y a beaucoup de gestion d'émotions à faire et le conseiller certifié au liquidateur va être souvent ce qu'on appelle la tierce partie. Donc, quand il y a des conflits qui vont subvenir, ça va être un petit peu la personne qui va essayer de pas prendre une part ou l'autre, mais vraiment d'essayer de trancher de façon complètement objective. Le conseiller certifié au liquidateur va aussi être un point central. Donc, on le fait beaucoup au niveau de la gestion de patrimoine quand on est un point central entre le banquier, le fiscaliste, le comptable, le conseiller d'assurance. Mais du point de vue successoral, le conseiller certifié au liquidateur, il est la même chose, il est un peu cette espèce de point de référence, ce point central entre les différents experts, puis il va accompagner le liquidateur, donc le guider vers tel ou tel expert afin de résoudre les différents problèmes qui peuvent subvenir dans la liquidation et la succession. Donc, si simplement, et vous savez pourquoi là, c'est important pour Christelle et moi de se faire accréditer. On a été, comme elle l'a mentionné, il y en a peu ici au Québec. Par contre, l'importance pour nous, ça a toujours été, lors des rencontres familiales, on veut tout simplement l'harmonie et d'en parler et de vous accompagner. C'est un petit peu ce qu'on recherche, de créer une charte des valeurs de famille humaine, financière. Pour nous, c'est très important. Alors, cette dynamique-là, parce qu'on entend souvent des histoires d'horreur hein, avec la liquidation, tout simplement qu'il y a des chicanes parce qu'il y a de l'argent qui est impliqué. Alors, on essaie vraiment d'accompagner puis de guider les familles et parce qu'en réalité, c'est les familles qui doivent en parler. C'est un sujet parfois tabou, la mort après ma mort. Alors, on essaie vraiment là, de tisser pour s'assurer qu'on s'est entendu. Voici ce que papa, maman ou la personne décédée souhaitait. On en a discuté. On veut finalement, le dernier mot qui est écrit, harmonie, on veut vraiment l'harmonie dans la famille parce que c'est des moments qui sont stressants, c'est des moments déplaisants, mais c'est notre destinée de toute façon. Alors, cette fameuse écoute active, c'est ce volet humain-là qu'on essaie d'instaurer à tous les niveaux, c'est encore plus important lors de rencontres familiales. Oui, puis si je peux rajouter, Guy, ce rôle-là d'essayer de conseiller certifié liquidateur qu'on a, oui, ça a toute son importance après le décès, mais avant le décès aussi. Puis, vous le voyez là quand vous faites l'analyse là, des testaments ou quand vous regardez au niveau des mandats avec Myriam et Guy, c'est quelque chose qui va être important aussi avant d'être sûr que vous avez bien préparé votre testament, vous avez pensé aux bonnes personnes pour les bons rôles et de faire en sorte que la dynamique familiale ne soit pas là brisée ou changée de façon négative suite au décès. Donc, c'est vraiment un rôle qui va être avant, mais qui aussi se reflète après. Donc, ce qu'on fait aussi là-dedans, c'est de gérer avec le liquidateur, de gérer les relations avec les bénéficiaires. Parce qu'il y a plusieurs situations où ça peut être un petit peu plus compliqué. Souvent, on se dit, bon, ben, il y a une liste des bénéficiaires et puis ils vont recevoir ce qu'ils vont recevoir. Mais des fois, ça peut être un petit peu plus compliqué que ça. La première chose, c'est lorsque le bénéficiaire, donc là, on parle vraiment d'un testament qui a été signé devant témoin. Donc, lorsque un des témoins qui était présent lors de la signature du testament, on se rend compte qu'il est aussi bénéficiaire du testament. Donc là, à ce niveau-là, on a posé la question au notaire, on a vérifié avec le notaire. Il faut savoir que le legs est jugé nul. OK? Donc, si jamais on vous demande d'être témoin d'un testament, et je veux le dire en blague, là, mais vraiment, si on vous demande d'être témoin d'un testament et que vous pensez être bénéficiaire par la suite, il faut vous dire que c'est comme un conflit d'intérêts, donc ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est important de le savoir pour si autour de vous ou si c'est une situation que vous entendez parler, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est possible d'aller devant la cour pour essayer de rendre le legs valide, mais ça va être quelque chose de très, très difficile. Donc, témoin de testament, pas bénéficiaire du testament. Ça ne va pas ensemble. Le deuxième aspect au niveau de la gestion des bénéficiaires qui peut être difficile, c'est lorsqu'on a un bénéficiaire qui est décédé. Donc,
on localise le testament, on lit le testament, puis dans la liste des bénéficiaires, il y a quelqu'un qui est déjà mort. Donc là, à ce niveau-là, il y a différentes façons dont ça peut être résolu. Ça varie encore une fois au niveau des provinces, mais souvent, ça va être tout simplement de regarder la succession de ce bénéficiaire décédé-là. Ça peut être aussi, dans certains cas, dans certaines provinces, tout simplement de faire le legs au conjoint, à l'époux de la personne qui est décédée. Et parfois, ça peut aussi, dans certaines provinces, le legs va être tout simplement annulé, ou on peut voir encore d'autres cas de scénario où le legs ne va pas être annulé, mais il va juste rester dans la succession, donc comme s'il faisait vraiment partie de l'actif de la succession et qu'il n'était pas attribué à aucun bénéficiaire. Donc, très important quand le bénéficiaire est décédé d'en discuter avec le notaire parce que ça peut être du cas par cas, surtout dépendamment du lien que ce bénéficiaire décédé-là avait avec le défunt du testament pour lequel on résout une succession actuelle. Et le dernier aspect, c'est les legs qu'on appelle injustes. Donc, injustes en guillemets parce qu'ils sont déclarés injustes par les bénéficiaires. Et bon, ça peut créer beaucoup de troubles, beaucoup de problèmes. Puis on peut même voir le testament qui est parfois contesté. Juste si je peux renchérir, Christelle, entre autres par le bénéficiaire décédé, effectivement, on a eu des cas où, bon, si le bénéficiaire est décédé, on pousse assez loin quand on accompagne nos clients chez le notaire, parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, par exemple, on donnait 50 l'intention était 50 à une famille, 50 à l'autre famille, mais l'autre famille n'a pas de petits-enfants, par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va y avoir un débalancement? Alors, c'est ce qu'on parle quand un bénéficiaire est décédé. Il faut pousser la machine et c'est là que les notaires, les experts vont pousser encore plus loin. Mais on vous accompagne pour vous la poser, cette question-là, pour voir est-ce qu'il y a c'est quoi l'intention? Et derrière l'intention, c'est ce qui est important. Et les fameux legs injustes, comme Christelle a mentionné, ça peut juste, c'est une perception des choses. On peut penser que la succession vaut beaucoup de sous. Je suis bénéficiaire. Je pense que j'ai pris soin de papa et maman plus que les autres. Ça devrait être. Alors, c'est pour ça que parfois on dit, allez devant notaire pour faire lire le testament, tout simplement pour, s'il y a des frustrations, s'il y a des conversations dont vous n'êtes pas expert et dont on n'est certainement pas expert parce qu'il y a toujours des cas particuliers, bien, les experts sont là justement pour pouvoir tempérer la situation, parler aux bénéficiaires qui croient que le legs est injuste et ils en ont du bagage et souvent, ça apaise un petit peu le volet chaud de la situation. Absolument. Un autre aspect de notre rôle en tant que CIE, ça va être de protéger le liquidateur de faire des erreurs ou de rentrer dans de l'abus de pouvoir. Donc là, il y a 3 principales catégories qui rentrent là-dedans. La première chose, bien évidemment, là, c'est de s'assurer de ne pas voler dans la succession. Donc, un liquidateur qui appelle l'administration, ça ne veut pas dire un liquidateur qui peut se servir dans la succession quand bon lui semble, même s'il est bénéficiaire. Donc, ça va être important de faire attention au mouvement d'argent qu'on se verse à soi-même quand on est liquidateur et bénéficiaire d'une succession. Raison pour laquelle on mentionnait de tenir des registres très détaillés. La deuxième chose, puis ça on le voit quand même assez souvent, en tout cas on l'a vu récemment dans la dernière année, c'est un des bénéficiaires, pas liquidateur, mais un des bénéficiaires qui a occupé la maison. Donc attention, là encore, c'est ce qu'on appelle de l'abus de pouvoir. Ce n'est pas quelque chose qui est supposé arriver. Donc, la maison du défunt, c'est la maison du défunt et elle rentre dans la succession et c'est un bien de la succession, ce n'est pas le bien de quelqu'un d'autre. La dernière chose, c'est de faire attention à ne pas garder des informations qui sont cachées ou secrètes. Le rôle du liquidateur, c'est bien évidemment d'être le plus transparent possible avec les bénéficiaires et les différents experts. Donc, faire attention là de ne pas rentrer dans des conflits d'intérêts quand on est liquidateur et bénéficiaire d'une succession. Puis, à cet effet, dans cette dynamique de protéger le liquidateur des erreurs, puis quand je parle d'erreurs, ça peut être des erreurs qui sont faites sans le faire exprès. Ça arrive. C'est important parce que les bénéficiaires peuvent venir contre le liquidateur dans des cas comme ça. Et il existe quelque chose qu'on voit surtout aussi, encore une fois, dans le Canada anglais, c'est des assurances pour liquidateurs. Donc, vraiment de venir protéger son rôle de liquidateur et d'avoir une assurance qui va être là pour nous baquer si jamais, encore une fois, pardon l'anglicisme, d'avoir une assurance qui va être là pour nous protéger si jamais on a fait une erreur.
dans la succession et que les bénéficiaires reviennent contre nous, une assurance qui va pouvoir les dédommager pour tel ou tel montant en fonction de la gravité de l'erreur qu'on a commis en tant que liquidateur. Et puis, on trouvait bon là de mentionner les pires cas scénarios. Les pires cas scénarios au niveau de la résolution d'une succession, donc ce qui peut vraiment donner des gros maux de tête, mais une façon de les éviter, c'est comme on avait mentionné plus tôt, Guy l'avait mentionné, c'est de faire un inventaire des biens qui est fait vraiment tôt dans le processus de liquidation. Donc, un testament qui est contesté, souvent ça va être au liquidateur qui va aller devant la cour et qui va plaider donc en contraire de la personne qui conteste le testament. Ça fait partie des rôles du liquidateur d'assurer cette fonction-là. Une autre chose, c'est si les créditeurs poursuivent la succession. Donc, là encore, des créditeurs qui veulent récupérer leurs sous, donc qui sont prêts à poursuivre la succession, c'est quelque chose qui va demander beaucoup de travail de la part du liquidateur. Bien évidemment, toujours le faire accompagner des experts, mais là, encore une fois, c'est une des responsabilités du liquidateur de gérer ce trouble juridique-là. Puis finalement, au niveau des liquidités, s'il n'y a pas assez de liquidités, donc on commence par, on ne peut pas payer les taxes, on ne peut pas payer les impôts, on ne peut pas payer les dettes. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas payer les dettes, on ne peut pas faire les legs. Donc, c'est 3 cas scénarios qui arrivent parce que là encore une fois, on a un exemple. Donc, souvent, c'est de s'en rendre compte le plus tôt possible, faire notre inventaire des biens. On sait qu'on n'a pas assez de liquidité, surtout quand il n'y a pas assez de liquidité pour faire les taxes, les dettes. Souvent, on va voir le liquidateur qui va refuser de liquider la succession et c'est bien normal. Et c'est tellement normal que le cas qu'on a vu cette année, c'est une fille qui a refusé de liquider la succession de son père, car son père était malade, gravement malade, et avait beaucoup de dettes. Donc, même dans des cas où on parle quand même d'un lien qui est fort, on parle de quelqu'un qui est très proche de nous, mais c'est une succession qui sera tellement difficile qu'on a le droit de la refuser si jamais on est dans des cas de figure tels que ceux-là. Donc, on parle d'autres considérations et questions fréquentes parce qu'on essaie de partager le plus d'informations possible. L'idée, ce n'est pas de vous faire peur, c'est tout simplement de dire que le rôle du liquidateur est important. Quand quelqu'un vous demande d'être liquidateur, c'est juste d'être conscient. C'est un grand signe de confiance. Alors, c'est important le rôle du liquidateur. Par contre, on veut juste que vous soyez conscient pour ne pas en faire un événement de vie qui n'est pas le fun, parce qu'on ne sera pas liquidateur très souvent dans notre vie. Alors, c'est pour vous donner un petit peu certains guides. Alors, autre considération, question fréquente qu'on a souvent, c'est que est-ce qu'on devrait avoir une procuration générale? Là, on ne rentrera pas encore une fois trop dans les détails, mais une procuration générale est souvent reliée au mandat d'inaptitude parce qu'avant que le mandat d'inaptitude devienne homologué, il y a une période de transition qui, avec cette procuration générale-là, pourrait nous permettre de transiger. Par contre, il faut faire très attention parce qu'une procuration générale, dès qu'on la donne, devient une carte blanche. Mandat d'inaptitude, on a parlé, il faut tout simplement, souvent, pourquoi qu'on parle de mandat? On en a déjà parlé dans le dernier webinaire le mois dernier. C'est tout simplement parce que souvent, le liquidateur va se retrouver comme mandat. Ce n'est pas une obligation du tout de se retrouver dans le mandat. Et n'oubliez pas que dans le mandat d'inaptitude, il y a au bien et à la personne. Question qu'on a souvent, est-ce que nous devrions faire rémunérer le liquidateur? Notre réponse est toujours sensiblement la même. Ça dépend. Si c'est quelqu'un qui n'est pas bénéficiaire de la succession, et tout dépendant de la grosseur de la succession, sans aucune hésitation. Est-ce que c'est en pourcentage ou en dollars? C'est en dollars qu'on recommande fortement. Alors, mais si le liquidateur, c'est un des enfants, par exemple, et qui est bénéficiaire, et on regarde les legs qui suivront à ce bénéficiaire-là, à ce moment-là, souvent, on va dire, ça dépend si vous le voulez à cause du temps ou pas. Alors, juste tout simplement porter attention à la rémunération parce que souvent, on n'y pense pas, mais c'est quand même du temps. La beauté d'une liquidation, d'une succession, c'est que c'est une durée X dans le temps, tandis qu'un mandat d'inaptitude peut durer beaucoup plus longtemps. Et une des questions fréquentes qu'on a, j'ai 2 enfants, on les aime les deux, est-ce que je devrais les mettre co-liquidateurs?
Et pour répondre à cette question-là, c'est assez facile dans le sens que ça dépend. Il faut demander, c'est pour ça qu'on demande régulièrement, la personnalité, le type de personnalité que les enfants sont. Quelqu'un qui n'est pas très ordonné, on ne recommandera pas nécessairement qu'il soit liquidateur. Pourquoi? Parce qu'il faut être quand même assidu. Vous allez voir tantôt, puis on vous en a montré, il y a beaucoup de responsabilités et il y a beaucoup de suivi à faire et il faut être ordonné. Alors, quelqu'un qui n'est pas du tout ordonné n'est peut-être pas le profil parfait pour qu'il soit liquidateur. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas l'être, mais souvent, il va utiliser beaucoup plus d'experts à ce moment-là. Et de l'autre côté, quelqu'un qui est un peu plus ordonné, qui est plus à son affaire, puis pas parce que l'autre n'est pas à son affaire, mais qui est un peu plus organisé, est probablement le profil de liquidateur qui fait le mieux. L'un n'empêche pas l'autre, les deux peuvent s'entraider, mais on n'est pas obligé d'avoir des co-liquidateurs. Alors voilà, ça termine tout ce qu'on voulait vous partager par rapport au rôle du liquidateur aujourd'hui. Et on a un petit cadeau pour vous, donc au niveau de l'administration, de la liquidation de la succession. Donc, il y a plusieurs documents qui sont à vérifier, il y a plusieurs choses qui sont à penser. Donc, on a deux listes, une liste de vérification initiale et une liste de vérification des documents qu'on vous enverra avec plaisir si vous nous envoyez un petit email à l'adresse qui est écrite ici. On vous enverra les documents afin de vous accompagner dans cette tâche de liquidateur. Et peut-être, Christelle, juste montrer justement qu'est-ce que ça a de l'air, les deux fiches. Alors, c'est tout simplement un petit outil qu'on a mis en place pour pouvoir, encore une fois, on veut la paix d'esprit à tous nos clients. Des fois, ça peut être un petit guide rapide pour nous dire, voici telle chose à faire penser. C'est un aide-mémoire. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Ça fait presque 1 heure. On voulait tout simplement vous faire part, encore une fois, le mois prochain va faire partie de la planification successorale. Donc, nous avons des invités du groupe Dignité qui vont venir nous parler des préarrangements funéraires. Alors, vraiment, on pense que c'est interrelié. On est parti du testament et des mandats, par la suite le rôle du liquidateur et maintenant les préarrangements. La raison pourquoi, c'est qu'on le privilégie énormément. Comme on disait tantôt, il n'y a pas d'émotion. Il y a beaucoup moins d'émotion à ce moment-là. Et on aura certainement des questions à poser aux experts le mois prochain. Alors, on a encore quelques minutes. Je ne sais pas, j'ai regardé dans le chat il y a quelques secondes, il n'y avait pas de questions. S'il y a des questions, tout simplement levez la main. Sinon, on espère que vous avez pu apprécier l'information et que vous allez pouvoir la réécouter. On a essayé de donner beaucoup d'informations, mais notre but de ces webinaires-là, c'est vraiment d'informer toute notre clientèle et vous pouvez l'écouter quand vous le désirez en réécoute sur notre site web. Merci. Merci beaucoup.